Bruno Le Maire. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que le gouvernement ne peut plus sortir? Est-ce que les ministres vont devoir renoncer aux déplacements pour éviter d'être perturbés par d'éventuels manifestants? Est-ce qu'on en est là, Bruno Le Maire? Les ministres, ils ont leur place partout sur le territoire français. D'ailleurs, c'est leur rôle d'aller au-devant des Français, expliquer ce que nous faisons et écouter les Français. C'est pour ça que cette multiplication de violences, soit dans des réunions publiques à Paris, soit contre le président de la République dans un théâtre, soit contre la CFDT, au siège de la CFDT, me préoccupe considérablement. Elle me préoccupe considérablement parce que aucune violence n'est acceptable dans notre démocratie. Aucune, jamais, nulle part. Et elle me préoccupe parce que, dans le fond, ce que ça prépare, c'est une décomposition démocratique. Une décomposition de la démocratie sociale, où dans le fond, c'est les actions coup de poing qui prennent la place du dialogue et du sens du compromis, et une décomposition de la démocratie politique, où la violence prend la place du débat légitime. Donc j'appelle chacun à revenir à la raison, à revenir au goût du débat. Chacun peut avoir ses convictions, chacun peut avoir ses idées sur la réforme des retraites ou sur quelque autre sujet que ce soit, mais c'est dans le débat et dans la discussion, et jamais dans la violence, qu'une démocratie avance. La violence, elle est des deux côtés. Et par ailleurs, vous dramatisez. C'est en deux mots ce que Jean-Luc Mélenchon a dit hier sur LCI. On l'écoute? Attendez-vous à voir souvent ce genre d'initiative avoir lieu. C'est mondial. Dorénavant, quand il y a une situation d'impasse, de blocage, eh bien, des actions, des initiatives d'un type inédit viennent prolonger les formes traditionnelles de l'action. Alors, aucun responsable politique ne peut dire bravo ou encore, mais il faut regarder les choses avec bonhomie et pas tout dramatiser, faire comme si ce pays était en état de guerre civile, parce que ce n'est pas le cas, quoique il y ait une très grande violence qui se déchaîne contre les salariés. Voilà, la violence, elle est du côté du gouvernement contre les salariés. Et puis par ailleurs, il faut regarder ça avec un peu de bonhomie, Bruno Le Maire. Non, mais Jean-Luc Mélenchon justifie l'injustifiable. Et Jean-Luc Mélenchon a suffisamment le sens des mots et le goût de la langue française pour savoir que ça n'a rien à voir avec la bonhomie. Que investir un lieu syndical comme le siège de la CFDT, c'est pas de la bonhomie. Aller se mettre à l'extérieur d'un théâtre pour gêner une représentation parce que le président de la République se trouve à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec de la bonhomie. Emmanuel Macron n'est pas le premier président à être ainsi incontesté. Elisabeth Martichoux, s'en prendre aux policiers dans les manifestations avec autant de violence que ce à quoi nous assistons depuis maintenant des mois, où les policiers et les forces de l'ordre sont harcelés en permanence. Si Jean-Luc Mélenchon appelle cela de la bonhomie, je l'invite à reprendre son dictionnaire et à vérifier ce que cela veut dire bonhomie. Est-ce que c'est une colère profonde, comme celle qui a secoué la France au moment des Gilets jaunes, colère profonde, ou est-ce que ce sont des perturbateurs radicaux, minoritaires? Mais vous avez, est-ce que Elisabeth Martichoux, vous avez à la fois une violence injustifiable qui se manifeste par de l'extrémisme, de la violence verbale, de la violence physique, des actions au coup de poing. Je les condamne une fois encore avec la dernière fermeté parce que c'est notre démocratie qui est en jeu. C'est ce qu'on appelle démocratie, le sens du dialogue, du compromis, de l'échange. Et puis il y a autre chose qui ne justifie pas ces violences, qui est effectivement des inquiétudes profondes qui traversent le corps social en France, en Europe, dans beaucoup de pays développés. Et ces inquiétudes, nous les avons prises à bras-le-corps. Quand, par exemple, je m'exprime sur la question des salaires et que je dis, oui, quand on regarde depuis la crise financière de 2008, les faits, tels qu'ils sont établis par l'INSEE, montrent que les salaires ont bien progressé, j'en suis reconnaissant aux entreprises, dans l'industrie, pour les secteurs les plus qualifiés, pour les cadres, pour les personnes qui ont la bonne formation. Mais pour les 10% qui sont les plus modestes, ceux qui ont les salaires les plus faibles, là, la progression, elle a été beaucoup plus faible. C'est-à-dire, pour faire simple, que ceux qui en avaient le plus besoin sont ceux qui ont eu des augmentations de salaire les plus faibles parce qu'ils n'avaient pas la bonne formation et pas la bonne qualification. Le gouvernement a voulu répondre à cela quand il augmente la prime d'activité de 100 € par mois au niveau du SMIC. Ça coûte 5 milliards d'euros par an au compte public. Emmanuel Macron est accusé de détruire... Nous faisons l'analyse qu'effectivement, on y reviendra. Il faut répondre à cela. Nous le faisons, mais ça ne justifie en rien les violences auxquelles nous assistons aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, vous avez dit cette phrase, effectivement, sur les entreprises doivent améliorer le bien-être des salariés. Ça a été remarqué, pas forcément apprécié par le monde des entreprises. C'est quoi? C'est une leçon que vous leur donnez? Vous leur dites faites le boulot quand vous avez la trésorerie, faites l'effort. Faites l'effort d'augmenter les salaires les plus bas. Nous ne sortirons de la situation où nous sommes aujourd'hui, qui est une situation de grande tension et qui remonte, à mon sens,
à très très loin, qui touche au partage des valeurs, au lendemain de la crise financière, à la manière dont nous avons répondu à cette crise financière, que si chacun fait sa part du chemin, que si chacun offre des perspectives aux salariés. Nous l'avons fait avec la prime d'activité. Donc faites-le, c'est ce que Les vous dites aux entreprises l'ont fait pour beaucoup de salariés. Une fois encore, je leur en suis reconnaissant. Je pense qu'il reste une difficulté avec les salaires les plus modestes, les personnes les moins qualifiées. Nous avons proposé, par exemple, de développer l'intéressement. Vous n'avez pas donné un coup de pouce Nous au avons SMIC, supprimé. Bruno Le Maire. C'est ça, les salaires des moins qualifiés. Le coup de pouce au SMIC, Elisabeth Martichoux, aurait représenté beaucoup moins que ce que représente la prime d'activité de 100 € par mois au niveau du SMIC, qui permet d'augmenter le salaire de chaque personne au niveau du SMIC. Ce que je souhaite simplement, c'est que nous en discussions avec les entreprises, que nous regardions quelles solutions nous pouvons apporter, et notamment cette solution que nous avons mise sur la table, développer l'intéressement massivement dans les plus petites entreprises pour les salaires les plus modestes, pour que les salariés soient associés aux résultats des entreprises. Pour revenir à ce climat qui a été effectivement très commenté pendant le week-end, on peut vous dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de dramatiser ce qui se passe? Après tout, il n'y a pas eu de violence à proprement parler contre aucun responsable politique à ce stade. Est-ce que vous ne dramatisez pas pour disqualifier ce qu'il reste de contestation? Parce qu'il en reste. Je pense qu'il faut savoir mettre des limites. Et que la responsabilité politique, c'est mettre des limites claires. La violence, jamais, nulle part, contre qui que ce soit. Quelque forme qu'elle prenne. Investir un local syndical, je suis désolé, ça ne fait pas partie des manifestations normales contre la réforme des retraites. Mais il y a une limite qui a été franchie. Ça, c'est une limite. Ouais. Oui, c'est une limite. Aller se poster à la sortie d'un théâtre, des Bouffes du Nord, parce que le président de la République se trouve à l'intérieur. Ça s'appelle de l'intimidation et de la menace. L'intimidation et la menace n'ont pas leur place dans une démocratie. Il est accusé de détruire le modèle français. Il est accusé de détruire le modèle français, Emmanuel Macron. Qu'on en débatte. Moi, je suis tout à fait prêt à en débattre. Je crois au contraire que nous sommes en train mais vous n'avez pas renoncé à la réforme. Nous sommes en train de refonder le modèle social. Mais vous ne renoncez pas à la réforme, de Bruno sauver. Le Maire. Mais il n'en est pas question. Pourquoi renoncerions-nous, Elisabeth Martichoux, à une réforme qui refonde le système de retraite par répartition, qui garantit sa pérennité, et comme le montre l'étude d'impact qui vient d'être publiée, qui montre que c'est les personnes les plus modestes qui en profiteront. C'est donc une réforme qui est profondément juste. Elle a toujours un sens, cette réforme. Mais elle a plus de sens que jamais, puisqu'elle permet à ceux qui sont les plus modestes, je viens de vous dire que c'était le sujet depuis la crise financière de 2008, d'avoir enfin un niveau de retraite qui est décent. Donc si on nous accuse de torpiller le modèle social français, qu'on en discute, on est en démocratie, mais on se met autour d'une table, on se met à l'Assemblée nationale, on se met au Sénat, on a des conventions citoyennes pour en débattre. C'est pas la violence qui va résoudre ce débat. Moi, ma conviction profonde, Elisabeth Martichoux, c'est qu'au contraire, nous sommes en train de refonder notre modèle social vers plus de justice, et nous sommes en train de réussir économiquement, de créer des emplois, ce qui est la meilleure réponse à l'injustice sociale. Ça, on va en parler aussi, puisque vous avez déjà des résultats à apporter ce matin sur LCI. Mais juste un mot. Marine Le Pen, qui vient d'annoncer sa candidature, a eu cette formule dans Valeurs Actuelles début janvier. Emmanuel Macron n'est pas de France. Une formule qui a été reprise à plusieurs reprises par son numéro 2, Bardella. Il n'est pas de France parce qu'il trahit ce qu'est la France. Bien, quand je vous dis qu'il faut savoir poser les limites dans le débat politique, c'est une nouvelle limite que franchit Marine Le Pen. C'est une nouvelle limite que franchit le Front National. Au lieu de se placer sur le débat des idées et des convictions, aller attaquer personnellement et de manière nauséabonde le président de la République. Nauséabonde? Oui, nauséabonde. Il n'est pas de France, ça veut dire quoi? Il est d'où alors? Il est né où, M. Macron? De la salle des marchés. Il a été élu comment? De la haute finance. Il a été élu par qui? C'est la haute finance qui l'a élu? C'est des banquiers qui l'ont élu ou ce sont les Français? En prenant ce genre de propos, Madame Le Pen ne fait pas honneur à la démocratie française. Et elle aussi participe de cette décomposition démocratique. Quand on ne débat plus des idées et des convictions, mais qu'on s'attaque aux personnes, une fois encore de manière nauséabonde, on quitte le terrain de la démocratie pour aller celui vers de la violence politique, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. Et vous savez aussi bien que moi, Elisabeth Martichoux, que dans l'histoire, les violences physiques commencent toujours par les violences verbales. Est-ce qu'on peut imaginer, Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie et des finances, qu'il n'y ait aucun impact de cette grève très longue sur la croissance? Il y aura un impact, mais il sera, je pense, limité. Aujourd'hui, les évaluations dont on dispose, c'est que l'impact serait de l'ordre de 0,1 point de croissance sur un trimestre. Je dis bien sur un trimestre. Donc sur toute l'année, ça fait un impact qui reste très limité.
pas une raison pour autant pour qu'on ne passe pas à autre chose. Je souhaite qu'on passe à autre chose. Il y a beaucoup de commerçants, d'artisans qui sont très durement touchés individuellement par cette grève. Vous avez des infrastructures qui aujourd'hui sont fragilisées par cette grève. Je pense par exemple au port du Havre. On est en train de faire le bonheur des ports du nord de l'Europe. Je préférais que ce soit le port du Havre qui profite de la bonne activité économique en France. 2 questions précises. Je vous demande d'être rapide. Est-ce que la taxe sur les contrats d'usage unique, les CDU, qui était prévue pour entrer en vigueur maintenant dans le cadre de la loi Pénicaud sur l'assurance chômage, vous savez, c'est l'affaire des contrats courts. Est-ce que cette taxe, qui va être appliquée dans des secteurs qui sont très durement touchés par la grève, la restauration, l'hôtellerie, etc., elle va être effectivement appliquée plein pot tout de suite, ou est-ce que vous pourriez la différer ? Aujourd'hui, elle est appliquée tout de suite, puisque c'est le principe du bonus-malus. Nous verrons comment évoluent les choses, notamment pour l'hôtellerie et la restauration. Moi, je suis prêt à en discuter avec les hôteliers et les restaurateurs. Je leur ai dit, ils m'ont dit à plusieurs reprises, essayer de reporter l'application de cette taxe. Je suis prêt à en discuter avec eux. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est appliquée telle qu'elle. 1 milliard de pertes pour la SNCF, c'est considérable. Est-ce que l'État va faire un geste ? L'État, il a déjà fait un geste. Il a repris la dette de la SNCF. Et pour qu'on se rende compte ce que c'est que 1 milliard, c'est exactement les charges d'intérêt de la dette de la SNCF que nous avons reprise. Et donc, nous avions permis à la SNCF d'économiser 1 milliard d'euros de charges sur le service de sa dette chaque année. Ce milliard d'euros, il est parti en fumée. Il est parti en fumée dans la grève aujourd'hui. Et du coup, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, annonce un plan d'économie. Est-ce que ce n'est pas la double peine pour une entreprise qui est durement touchée par la grève et qui va se prendre, entre guillemets, un plan d'économie en février ? Est-ce qu'il ne peut pas être différé, ce plan ? Je crois que dit le l'État président actionnaire ? de la SNCF, il a été particulièrement responsable dans ses propos. L'État, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Nous avons, avec le Premier ministre, décidé de reprendre l'intégralité de la dette de la SNCF. Nous leur permettons de faire 1 milliard d'euros d'économie par an sur les frais financiers, la charge de la dette. Ce milliard d'euros, je le redis, ça correspond exactement à ce que coûte cette grève de la SNCF. Donc c'est 1 milliard d'euros qui part en fumée. Oui. La seule solution qu'il reste, c'est celle qu'a présentée le président de la SNCF, c'est effectivement de faire des économies supplémentaires. Donc vous le soutenez à 100% dans sa à 100% décision d'appliquer dès maintenant dans sa le plan décision, d'économie. bien sûr, parce que c'est une décision responsable et qu'on ne peut pas demander toujours plus aux Français. Parce que je vous rappelle que tous ces milliards dont je vous parle, la dette que nous reprenons, les charges financières, c'est l'argent des Français. Pendant ce temps-là, le président, vous-même, une partie du gouvernement vont recevoir 200 PDG étrangers à Versailles. Belle opération de com'. Dans un contexte... Belle opération économique, magnifique opération économique. Tous ces chefs d'entreprise qui viennent en France, d'abord, ils témoignent d'une chose, c'est que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements industriels et pour les investissements en recherche et développement en Europe. Est-ce que vous pensez, Elisabeth Martichoux, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'on aurait pu imaginer que la France, qui était en pleine débâcle industrielle, redeviendrait le pays le plus attractif pour les investissements industriels? C'est la preuve que nous réussissons cette reconquête industrielle et surtout que nous abordons en position de force le 21e siècle puisque nous sommes attractifs pour l'innovation. Le Brexit nous aide un peu, cela dit. Bien sûr, mais tant mieux. Vous savez, il faut savoir profiter de toutes les opportunités en matière économique. Ces investissements, ça représente au total 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros d'investissements qui vont être annoncés tout à l'heure par les chefs d'entreprise réunis à Versailles dans le cadre de Choose France. Et derrière, des milliers d'emplois. Prenez juste un exemple, celui des chantiers de l'Atlantique, avec la construction de nouveaux paquebots de croisière, plus écologiques, qui vont fonctionner au GNL. C'est plus de 2000 emplois pour le seul site industriel de Saint-Nazaire. Donc quand on nous dit c'est Choose France, c'est Versailles, non. C'est des emplois dans les territoires pour les Français. Il y a un paradoxe français. Il y a un paradoxe oui, tout à fait. Mais c'est peut-être pas un paradoxe si on tient compte du fait que les Français, ça ne ruisselle pas sur eux, ces bons résultats économiques. Bien sûr que si. Moi, je déteste ce mot de ruissellement parce que je ne crois pas au ruissellement, je crois à la volonté politique. Mais quand je vois Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique, les ouvriers qui bâtissent des paquebots, pardon, mais ce n'est pas du ruissellement de richesse du monde de la finance. Non, c'est des emplois concrets pour des milliers de Français sur les territoires. Simplement, le paradoxe français, c'est qu'effectivement, vous avez un vrai succès économique. Nous tenons le bon bout. La croissance est solide. La croissance résiste à un environnement international qui est compliqué. Nous recréons des emplois. Nous sommes en train de réussir la reconquête industrielle et nous allons le faire encore plus loin avec le pacte productif. Et de l'autre côté, et je ne l'oublie jamais, jamais, Elisabeth Martichoux, il y a des millions de Français qui se disent c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et tout ce que nous voulons faire avec le président de la République, c'est de dire à ces millions de Français, en les convainquant par la parole, par les actes,
que oui, ce sera pour eux. 2 ans que et oui, demi, la réforme des et vous retraites... n'avez pas convaincu. Mais il nous reste À ce 2 stade, ans pour vous n'avez convaincre, pas et je pense convaincu, que c'est un des enjeux... Et le pays est plus Mais fracturé que Elisabeth jamais, Martichoux, Bruno c'est Le un Maire. des enjeux majeurs, si ce n'est le principal enjeu des 2 années qui restent à ce quinquennat. Garantir l'unité des Français. Montrer que ce que nous faisons est pour tous les Français. Aller montrer aux catégories populaires, aux ouvriers, aux employés, à ceux qui ont les salaires les plus modestes, nous ne vous laisserons pas tomber. Nous savons que c'est dur. Nous savons que c'est dur de boucler les fins de mois avec un salaire au niveau du SMIC. On va se battre pour vous. Et tout ce que nous faisons, c'est pour vous et pour que la France retrouve son unité. C'est pour moi l'un des enjeux principaux de la fin du quinquennat. Il reste à convaincre. La fameuse réconciliation que avait promis... Mais elle viendra que par des résultats, par des décisions, et aussi par la capacité à écouter, à entendre, à prendre en considération chacun. Et donc, ça ralentit le calendrier des réformes. Il faut réformer. Si nous n'avions Il pas... faut continuer à réformer, mais différemment. Mais C'est ce que vous ce dites. qui est difficile, c'est que si nous n'avions pas réformé, si par exemple nous n'avions pas allégé la fiscalité sur le capital, qui est tellement critiquée, jamais nous ne serions redevenus le pays le plus attractif pour les investissements industriels. Moi, c'est ce que je veux faire comprendre aux Français. Les résultats viennent de décisions. Alléger la fiscalité sur le capital, c'est permettre à l'industrie qui consomme beaucoup de capital, parce que ça coûte très cher, l'industrie, d'investir plus, d'innover et de redevenir une grande nation industrielle. Donc il faut continuer à réformer, peut-être en expliquant plus, peut-être en faisant davantage attention à chacun, et avec ce souci constant de garantir l'unité de la nation française. Vous avez aimé être surnommé Che Guevara par des ministres de la majorité, des Franchement, députés je vais vous dire, qui avaient entendu justement vos encouragements aux entreprises à augmenter les salaires? très sincèrement, non. Ah bon? Non, Pourquoi c'est pas votre parce figure que les propos que j'ai idéale tenus étaient des propos qui étaient raisonnables. Oui. Je dis simplement aux entreprises, on doit tous faire un effort pour que chacun vive mieux de son salaire et ait une vie digne avec son salaire. Et par ailleurs, je n'ai pas du tout l'admiration romantique Personnelle. béate pour Ah Che oui. Guevara. Lisez attentivement la biographie de Flatteur. Che Guevara. Je ne trouve pas que ce soit un personnage très sympathique. On vous prête régulièrement l'ambition d'aller au Quai d'Orsay, à Matignon. Vous avez la bougeotte pour Mais Bruno je Le n'ai Maire. pas du tout la bougeotte. Au contraire, je suis quelqu'un de stable, qui aime bien la stabilité et qui a placé ses vœux sous le signe de la constance. La constance, ça vaut aussi pour les ministres. Pour être un bon ministre, c'est-à-dire un ministre efficace au service des Français, il faut durer. Parce que connaître bien ces dossiers, connaître les enjeux, connaître les aspects techniques de tous les sujets économiques et financiers, ça prend du temps. Et une fois que vous avez acquis une certaine maîtrise, il vaut mieux rester au même poste parce que c'est là que vous êtes le plus utile. Et moi, ma seule volonté, c'est d'être utile pour les Français. Ouais. C'est tout. Et donc de rester à Bercy, Donc de rester dans ministre votre de l'économie et des ministère finances. jusqu'à la Il se fin du trouve quinquennat. que c'est le votre Premier souhait ministre ce Édouard matin. Philippe Oui. et le président de la République Emmanuel Macron qui en décideront, mais moi, mon Et souhait, votre souhait c'est effectivement de passer un quinquennat au ministère de l'économie et des finances. C'est dans les mains du président de la République et c'est lui seul qui en décidera. Mais comme ma volonté, c'est d'être utile aux Français, je pense que c'est en restant au même poste, avec l'expérience nécessaire, qu'on est le plus utile et le plus Vous efficace. seriez utile pour finir, Bruno Le Maire, mercredi à Davos, vous allez rencontrer votre homologue américain. Le nom Mnuchin, j'ai toujours du Mnuchin. mal. En tout cas, l'enjeu est important parce que si ça rate, si ça casse, si ça ne passe pas, Trump va décider d'une taxe très importante sur le vin français, en particulier en représailles de la taxe GAFA que le gouvernement a pris récemment, 3%. Il y a un Tout à enjeu fait. important. L'enjeu est majeur. Mercredi, ce sera décisif. Mercredi, c'est la dernière date où nous pouvons trouver un accord, parce qu'après, la procédure est épuisée, et donc le président Trump pourra décider des sanctions. Mais je vais vous dire, là aussi avec beaucoup de sincérité, il faudra être plus qu'utile. Il faudra être efficace. Parce que l'enjeu, c'est effectivement 2,4 milliards d'euros de sanctions sur la viticulture française. Donc ce serait un coût terrible pour la viticulture française. Chacun connaît mon goût pour la viticulture et ma reconnaissance pour les viticulteurs. Je me bats, j'ai passé quasiment tout le week-end à essayer de négocier. J'aurai ce soir au téléphone à nouveau mon homologue américain. Mais la Je veux juste tribune, faire la comprendre tribune aux écrit ce Américains- matin que vous seriez prêt à canner, en tout cas à céder, et à faire en sorte que la taxe finalement sur les GAFA soit réduite à presque rien. Mais certainement pas. C'est- Ce serait un espèce de compromis que... Certainement pas. Ce que j'essaie de faire comprendre à nos amis américains, c'est que le combat n'est pas entre la France et les États-Unis ou entre l'Europe et les États-Unis. Le combat, il est pour mettre en place une fiscalité juste sur les activités digitales. Personne ne peut comprendre que les entreprises qui font le plus de profit, uniquement parce qu'elles n'ont pas de présence physique, mais vous utilisez tous des entreprises numériques, que ces entreprises qui font le plus de profit
sont aussi celles qui payent le moins de taxes. Je pense que c'est compréhensible d'apporter une réponse à cet enjeu-là. Donc vous ne céderez pas là-dessus, et Trump, qui est en campagne question... électorale, a peut-être intérêt, lui, à se montrer aussi assez ferme avec l'Europe et avec Je pense qu'il a intérêt, comme nous tous, à ce qu'il y ait une juste taxation des activités numériques. C'est ce que nous lui proposons. Nous sommes prêts à faire des pas dans la direction des États-Unis. Nous en avons proposé un certain nombre. J'espère que nous aurons un accord mercredi. Je ne vous le cache pas, c'est très difficile. C'est une des négociations les plus difficiles que j'ai jamais conduites. C'est loin d'être gagné. Je vais être très clair avec vous. C'est loin d'être gagné. Mais jusqu'à mercredi, avec le soutien d'ailleurs de la Commission européenne, d'Ursula von der Leyen, de Thierry Breton, de Phil Hogan, nous allons mettre tous nos efforts, faire tous les efforts et mettre toutes nos chances de côté pour essayer de convaincre nos amis américains. Mais ne nous le cachons pas, c'est difficile. On le saura mercredi soir. On le saura mercredi soir. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.